Bonjour à toutes et à tous. Vous n'aimez pas lire? Alors, écoutez. Installez-vous confortablement dans un canapé, sur une chaise, à un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez détendu. Ce livre va vous apporter énormément de choses. Projetez-vous dans l'avenir. N'ayez pas peur de l'avenir. Au contraire, tous ces livres vont vous aider à améliorer votre vie, à prendre confiance en vous. Je vous lis un livre de Dale Carnegie. Comment se faire des amis. Le sommaire de ce livre, voici. Avertissement. Le titre a pu vous paraître choquant. Comment se faire des amis constitue cependant la référence des relations humaines de qualité, nécessairement sincères et généreuses. Le bien fondé et l'approche pratique de ce livre le placent parmi les 10 best-sellers mondiaux en non-fiction de tous les temps. Les principes de relations humaines proposés ici restent novateurs et sont universellement utiles. Aussi, Dale Carnegie est-il considéré comme le père des relations humaines. Ses méthodes, de plus en plus suivies en Europe et à travers le monde, s'avèrent merveilleusement d'actualité. Certains exemples du livre sont loin d'être récents, mais leur saveur et l'enthousiasme de l'auteur mettent bien en valeur des moyens applicables tous les jours dans la vie professionnelle, familiale et sociale. Plus de 150 000 personnes vivent chaque année l'entraînement Dale Carnegie à la communication et au leadership. Ils progressent ainsi dans la confiance en soi, la parole en public et les relations humaines. Gérard Owen. Préface à la nouvelle édition. La première édition de Comment se faire des amis est parue en 1936. Le tirage était limité à 5000 exemplaires. Dale Carnegie ne s'attendait pas à dépasser ce chiffre. Ses éditeurs, Simon et Schuster non plus. Ils furent stupéfaits de voir ce livre obtenir un succès foudroyant. Les éditions se succédèrent à un rythme accéléré pour faire face à une demande sans cesse croissante. C'est ainsi que Comment se faire des amis fait aujourd'hui partie des best-sellers mondiaux. Ce livre a su, en effet, toucher la corde sensible qui vibre en chacun de nous et répondre à un véritable besoin. Le succès de sa diffusion depuis 50 ans témoigne de sa portée universelle. Dale Carnegie déclarait qu'il était plus facile de gagner $1 million que d'ajouter au langage des hommes un seul titre universellement connu. Comment se faire des amis est devenu un tel titre. Cité, paraphrasé, enseigné, utilisé dans quantité de contextes différents, allant du roman à la caricature politique. L'ouvrage lui-même a été traduit dans presque toutes les langues. Chaque génération le redécouvre et en tire parti. Mais alors, pourquoi modifier un livre qui a toujours un tel impact? Dale Carnegie, tout au long de sa vie, n'a cessé de corriger son œuvre. Comment se faire des amis est avant tout un manuel destiné à ceux qui suivent son entraînement à la communication et au leadership.
Jusqu'à sa mort en 1955, Dale Carnegie a périodiquement modifié son enseignement. Et depuis, chaque année, les techniques de l'entraînement de Dale Carnegie continuent à être perfectionnées. Dale Carnegie a également remis à jour plusieurs fois comment parler en public. S'il avait vécu plus longtemps, il aurait sans doute lui-même révisé comment se faire des amis. Les lecteurs d'aujourd'hui ignorent le nom d'un grand nombre de personnalités citées dans le livre. D'origine célèbre à l'époque de la première publication. Cette nouvelle édition a pour ambition de rajeunir certains exemples sans en modifier l'esprit. Dale Carnegie écrivait comme il parlait en public, sur le ton de la conversation et avec beaucoup de fougue. Ainsi, sa voix se fait entendre dans ce livre et dans le reste de son œuvre, avec toujours autant de force. Des millions de lecteurs et de participants à l'entraînement Carnegie, en nombre croissant chaque année dans le monde entier, améliorent leur qualité de vie en appliquant les principes de comment se faire des amis. À tous, nous offrons cette nouvelle édition comme un outil pratique et d'actualité. Dorothy Carnegie, Madame Dale Carnegie. Pourquoi et comment j'ai écrit ce livre? Aux États-Unis, au cours des 35 dernières années, les éditeurs ont imprimé plus de 200 000 ouvrages. La plupart étaient mortellement ennuyeux et n'étaient pas rentables. Le directeur d'une des plus importantes maisons d'édition au monde m'a confié récemment que, malgré son expérience, elle était déficitaire sur les 7/8 de ses publications. Dans ces conditions, comment ai-je pu avoir l'audace d'écrire encore un livre? Et comment puis-je espérer que vous vous donnerez la peine de le lire? Je vais m'efforcer de répondre à ces deux questions. Depuis 1912, je dirige à New York des séminaires destinés à compléter la formation pratique des industriels, fonctionnaires, membres de professions libérales, directeurs, ingénieurs et cadres d'entreprises. Au début, je me bornais à enseigner l'éloquence, ou plutôt l'art de s'exprimer avec plus de clarté, plus de puissance, plus d'aisance, aussi bien dans les entretiens ou réunions que dans les discours en public. Cependant, à mesure que les saisons passaient, je comprenais que si les participants à mes stages avaient grand besoin de connaître les lois de la parole en public, il leur en manquait une science infiniment plus précieuse. Cette psychologie pratique, cet art de rendre agréable, harmonieux et constructif leur rapport professionnel ou personnel avec leurs semblables. D'ailleurs, j'avais moi-même grand besoin de l'apprendre. Quand je repense à ces années, je suis effarée de constater à quel point je manquais souvent de finesse et de tact. Si seulement quelqu'un m'avait alors mis entre les mains un ouvrage comme celui-ci, en effet, le pouvoir d'influencer ses semblables est indispensable à tout homme qui vit en société. Quelle que soit sa profession, le comptable, l'architecte, le médecin ou l'ingénieur ne saurait pas plus s'en passer que le vendeur. Le cadre ou le directeur. Les études et les recherches effectuées il y a quelques années à la demande de la Fondation Carnegie ont révélé un fait extrêmement important. Même dans les professions scientifiques comme celle d'ingénieur, la réussite est due pour 15% environ aux connaissances techniques et pour 85% à la personnalité, à l'habileté dans les rapports humains, à la faculté de susciter l'enthousiasme chez les autres. Pendant de longues années, j'ai dirigé des cours pour l'Association des ingénieurs à New York et à Philadelphie. 1500 ingénieurs environ se sont adressés à moi.
Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, après des années d'expérience et d'observation, que les belles situations ne sont pas nécessairement confiées à ceux qui connaissent le mieux leur spécialité. Les hommes n'ayant que leur science technique abondent sur le marché. Mais celui qui possède la connaissance de son métier, plus le pouvoir d'influencer ses collaborateurs, s'élève vers le succès. Au temps de son activité la plus féconde, John David Rockefeller confia à un ami: « Ceux qui savent influencer les hommes possèdent une qualité que je suis disposé à rétribuer davantage que n'importe quelle valeur sous le soleil. » Vous seriez tenté de penser que tous les collèges s'efforcent de développer par leur enseignement la faculté la plus précieuse qui soit au monde. Eh bien, s'il se trouve un cours pratique et sensé de ce genre dans une nouvelle université, il y a jusqu'à ce jour échappé à mes investigations. L'Université de Chicago et l'association YMCA ont réalisé une enquête dans tout le pays pour déterminer en quoi les adultes désirent réellement progresser. Cette enquête a duré 2 ans et s'est terminée dans le Connecticut, à Meriden. Chaque habitant de cette ville fut prié de répondre à une liste de 56 questions. Quelle est votre profession? Votre formation? Comment occupez-vous vos loisirs? Quels sont vos revenus? Vos distractions favorites, vos ambitions, vos soucis? Quels sont les sujets dont l'étude vous passionne le plus? Et ainsi de suite. L'enquête révéla que la santé est la préoccupation dominante des hommes. Ce qui ensuite les intéresse le plus, ce sont leurs rapports avec les autres, la manière de les comprendre et de s'entendre avec eux, de gagner leur sympathie, de les influencer. Le comité chargé de l'enquête décida d'instituer pour les adultes de Meriden un cours destiné à enseigner la science désirée. Dans ce but, il commença par chercher un manuel de psychologie pratique et n'en trouva pas un seul. Il consulta alors le professeur Harry Overstreet, une des autorités les plus compétentes en matière de formation. Son livre « L'art d'influencer la conduite humaine » se pourrait-il convenir? Non, répondit-il, je sais ce que vous voulez. Mon étude s'en rapproche peut-être plus que tout autre, mais ce qu'il vous faudrait réellement n'a jamais été écrit. Je sais par expérience que la déclaration du professeur Overstreet est exacte. N'ai-je pas moi-même longuement et vainement réclamé un tel livre? Une sorte de guide pratique, relationnel, aisément et immédiatement applicable. Puisqu'il n'existait pas, je l'ai écrit moi-même pour faciliter la formation des participants à mes stages. Le voici. J'espère qu'il vous plaira. Pour me documenter, outre mon expérience personnelle, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur les sujets. Articles de journaux ou de magazines, œuvres des philosophes classiques et des psychologues modernes. J'ai engagé un collaborateur que j'ai spécialement chargé de rechercher dans les bibliothèques tout ce que j'aurais pu omettre. Ouvrages de psychologie, innombrables articles de journaux, biographies de grands hommes de toutes les époques. J'ai personnellement interviewé une foule de personnalités, les inventeurs Marconi et Edison, les dirigeants politiques Franklin, David Roosevelt et James Farley, le grand homme d'affaires Owen, l'explorateur Martin Johnson, les vedettes de cinéma Clark Gable, Mary Pickford, et je me suis efforcé de découvrir les méthodes qu'ils employaient dans leurs relations avec leurs semblables. J'ai condensé cette masse d'éléments en une courte conférence intitulée « Comment se faire des amis et les influencer ». Je dis courte, elle était courte au début, mais elle s'est allongée au point de durer 1h30. Et depuis des années, je la donne aux participants à l'entraînement d'Dale Carnegie, à la communication et au leadership. Après la conférence,
J'engage mes auditeurs à appliquer les principes que je viens d'exposer et à venir ensuite relater les résultats obtenus. Quelle expérience passionnante! Tous ces gens si désireux de se perfectionner sont enchantés à l'idée de travailler dans le laboratoire même de la vie. Le seul qui ait jamais existé pour l'étude des comportements. Mon livre n'a pas été écrit dans le sens habituel du mot. Il a évolué comme un enfant. Il s'est formé, développé. Il a pris de l'ampleur et de la force dans ce laboratoire, nourri de l'expérience de milliers de personnes. J'ai alors rédigé quelques principes dont la liste tenait aisément sur une carte grande comme la main. La saison suivante, la liste s'était allongée, puis elle se transforma en une série de brochures. Chacune d'elles grandit à son tour. Et aujourd'hui, après 15 années d'expérience et de recherche, je vous apporte ce livre. Les principes énoncés ici ne sont pas simplement des théories, des suppositions. Ils produisent des résultats immédiats, presque magiques. Aussi incroyable que cela puisse paraître, j'ai vu de nombreuses existences transformées par leur application. En voici un exemple. L'année dernière, le patron d'une entreprise de 314 personnes participait à notre entraînement. Il avait toujours mené ses employés à la baguette, les critiquant et les réprimandant. Les paroles d'encouragement et de reconnaissance lui étaient étrangères. Après avoir étudié les principes exposés dans ce livre, cet homme modifia radicalement sa façon d'agir. Aujourd'hui, son personnel est imprégné d'un nouvel esprit de loyauté, d'enthousiasme et de coopération. 314 ennemis ont été transformés en 314 amis. Devant le groupe de participants, il a déclaré fièrement « Autrefois, quand je passais dans mes magasins, presque personne ne me saluait. Certains employés détournaient la tête en me voyant approcher. Maintenant, tous m'apprécient, jusqu'au portier qui me demande de mes nouvelles. Grâce aux principes enseignés ici, d'innombrables commerciaux ont pu augmenter leur chiffre d'affaires. Beaucoup ont décroché de nouveaux clients, jusqu'alors sollicités en vain. Des directeurs ont gagné en prestige, en autorité, en rayonnement. Un cadre me confiait la semaine dernière que la promotion rapide qui lui avait été accordée était principalement due à l'application de nos principes. Un autre directeur de la compagnie du gaz de Philadelphie allait être congédié à cause de son caractère agressif, de sa difficulté à travailler en équipe. Grâce à notre entraînement, il put non seulement éviter le renvoi, mais même améliorer sa situation. Lors de soirées organisées par d'anciens participants, nombre d'hommes et de femmes m'ont confié que leur foyer était beaucoup plus heureux depuis que leur conjoint avait suivi l'entraînement au Carnegie. Certains, particulièrement enthousiasmés, m'ont même appelé chez moi le dimanche pour m'en faire part. Une fois, tellement intéressé par une de nos séances, l'un d'eux est resté dans la salle à discuter jusqu'à une heure avancée de la nuit avec d'autres participants. À 3 heures du matin, ils rentrèrent tous se coucher, mais lui ne put dormir. Il était bouleversé par la prise de conscience de ses erreurs, transporté par la vision des possibilités du succès qui s'ouvrait devant lui. Qui était cet homme? Un naïf, un ignorant, prêt à gober la première théorie nouvelle qu'on lui présentait? Loin de là, c'était le propriétaire d'une galerie d'art, un homme averti, cultivé, très mondain. Qui parlait couramment 3 langues et avait mené à bien des études dans 2 universités étrangères. Je reçus un jour une lettre d'un Allemand de la vieille école, un aristocrate dont les aïeux avaient pendant plusieurs générations servi comme officiers sous les Hohenzollern.
Son message décrivait l'application des principes exposés ici et témoignait avec passion de cette découverte. Un autre de nos participants, vieux New-Yorkais, diplômé de Harvard, riche, fort connu dans la société et propriétaire d'une grosse manufacture de tapis, déclara « J'ai mieux appris à influencer les hommes en 12 semaines d'entraînement Carnegie qu'en 4 années d'études universitaires. » Absurde, ridicule, fantastique. Vous êtes libre de qualifier cette déclaration comme il vous plaira. Quant à moi, je me borne à rapporter sans commentaire ces paroles, prononcées par un homme pondéré au jugement lucide lors du discours qu'il adressa aux 600 membres du Yale Club de New York, le jeudi 23 février 1933. Comparé à ce que nous devrions être, disait le célèbre professeur William James de Harvard, nous ne sommes qu'à demi éveillés. Nous n'utilisons qu'une faible partie de nos ressources mentales ou physiques. L'homme vit bien en deçà de ses limites. Il possède des pouvoirs de toutes sortes dont il ne tire généralement aucun parti. Le seul but de ce livre est de vous aider à mettre en lumière, à développer et à tirer le maximum de certaines puissances qui sommeillent en vous. Former un homme, disait John G. Gibbon, ancien président de l'université de Princeton, c'est le mettre en état de faire face à toutes les situations. Si après avoir lu les 3 premiers chapitres de ce livre, vous ne vous sentez pas mieux armé pour faire face aux situations de la vie, alors j'admettrai que mon ouvrage est, en ce qui vous concerne, un échec. Car, a dit un autre savant, Herbert Spencer, le grand but de la formation n'est pas le savoir, mais l'action. Et ceci est un livre d'action. Alors, passons à l'action. 8 conseils qui vous permettront de tirer de ce livre le bienfait maximum. Premier conseil. Pour tirer de ce livre le bienfait maximum, il faut une qualité essentielle, plus importante que tous les principes. Sans cette disposition fondamentale, les meilleurs préceptes ne vous serviraient à rien. Mais si vous la possédez, vous accomplirez des merveilles sans avoir besoin de lire ces suggestions. Quelle est donc cette condition magique? Tout simplement ceci. Le désir profond et irrésistible de vous perfectionner. La volonté d'apprendre à mieux vous entendre avec votre entourage. Comment vous pouvez développer ce désir? En gardant constamment présente à l'esprit l'importance qu'ont pour vous les principes recommandés. Ici, représentez-vous la vie plus heureuse que vous mènerez en les appliquant. Répétez-vous inlassablement « Mon bonheur, mon succès, ma réputation dépendent en grande partie du talent que je saurai déployer dans les rapports avec mes semblables. » Deuxième conseil. Commencez par lire rapidement chaque chapitre pour en prendre une vue d'ensemble. Vous serez peut-être tenté de courir au suivant. Ne le faites pas, à moins que vous ne lisiez simplement pour vous distraire. Mais si vous tenez réellement à savoir agir efficacement avec vos semblables, à vous attacher sympathie et concours, alors revenez en arrière et relisez le chapitre soigneusement. C'est ainsi que vous épargnerez du temps et, en fin de compte, que vous obtiendrez des résultats. Troisième conseil. Interrompez-vous fréquemment pour réfléchir à ce que vous venez de lire. Demandez-vous précisément quand et comment vous pourrez appliquer telle ou telle suggestion. Quatrième conseil. Cochez ou soulignez les conseils que vous comptez utiliser. Un livre jalonné de marques et d'annotations se révise beaucoup plus facilement et plus rapidement. Cinquième conseil. Je connais une femme qui est, depuis 15 ans, directrice d'une grande compagnie d'assurance.
Chaque mois, elle lit toutes les polices émises par sa compagnie. Parfaitement. Elle relit les mêmes formules mois après mois, année après année. Pourquoi ? Parce que l'expérience lui a appris que c'est pour elle le seul moyen d'en garder les clauses toujours claires dans sa mémoire. Personnellement, j'ai autrefois passé 2 ans à écrire un livre sur l'éloquence. Et pourtant, il faut encore que je le parcours de temps en temps pour me remémorer ce que j'ai écrit. La rapidité avec laquelle nous oublions est étonnante. Donc, si vous voulez tirer de ce livre un bienfait réel et durable, ne croyez pas qu'il vous suffira de le parcourir une seule fois. Après l'avoir étudié attentivement, passez quelques heures chaque mois à le réviser. Gardez-le en permanence à portée de la main. Ouvrez-le fréquemment. Imprégnez votre esprit des possibilités de perfectionnement qui s'offrent encore à vous. Rappelez-vous que c'est seulement en gardant présent à l'esprit ces principes que vous parviendrez à les appliquer automatiquement et sans effort. À en faire votre seconde nature. C'est le seul moyen d'y parvenir. 6e conseil. Bernard Shaw nous dit qu'enseigner ne suffit pas à inculquer une science. La pratique est nécessaire. Shaw a raison. Pour apprendre, il faut une attitude active et non passive. C'est en nous exerçant que nous nous perfectionnons. Pour assimiler ces principes, mettez-les en action. Appliquez-les chaque fois que l'occasion s'en présente. Sinon, vous les oublierez rapidement. Seule la science mise en action demeure en nous. Peut-être trouverez-vous parfois malaisé de suivre ces conseils. Cela, je le sais, car il ne m'est pas toujours facile de faire ce que j'ai moi-même préconisé. Par exemple, quand vous êtes irrité, il est plus tentant de critiquer et condamner que d'essayer de vous mettre à la place d'autrui. Il est plus simple de voir un défaut que de chercher à découvrir une qualité. Il est plus naturel de parler des sujets qui nous préoccupent que de ceux qui intéressent notre interlocuteur, et ainsi de suite. C'est pourquoi il faut bien réaliser, en lisant cet ouvrage, que vous ne cherchez pas seulement à acquérir des connaissances, vous essayez de prendre des habitudes nouvelles. Vous préparez une nouvelle règle de vie. Cela exige du temps, de la persévérance, une application quotidienne. Donc, consultez souvent ces pages, que ce livre soit votre manuel, votre guide dans vos rapports interpersonnels. Et lorsque vous vous trouverez en face d'un problème particulier, tel que par exemple corriger un enfant, faire partager votre opinion à votre conjoint, votre collaborateur, votre supérieur ou satisfaire un client irrité, réfléchissez un moment avant de vous élancer pour faire le geste naturel. Résistez à votre première impulsion. En général, elle est néfaste. Consultez plutôt ce livre. Relisez les paragraphes que vous avez soulignés. Appliquez les méthodes indiquées et vous constaterez les prodiges qu'elles accompliront pour vous. 7e conseil. Offrez à votre conjoint, à votre enfant, à un collègue, une prime de 5 francs. Par exemple, chaque fois qu'ils vous prendront à enfreindre tel ou tel précepte. Que cette étude devienne pour vous un jeu amusant et passionnant. 8e conseil. Le président d'une grande banque de Wall Street, participant à un de nos stages, nous a décrit son propre système de perfectionnement. C'est lui-même qui l'a imaginé. Il est remarquablement efficace. Cet homme nous expliqua qu'il devait pour une grande part sa réussite à l'application régulière de sa méthode. Depuis des années, je tiens un agenda où j'indique tous mes rendez-vous de la journée. Ma famille ne prend jamais d'engagement pour moi le samedi soir, car c'est le moment consacré à la révision de la semaine, à l'examen de la conscience. Après dîner, je me retire dans mon bureau. J'ouvre mon carnet
et je médite sur les entretiens, discussions, conférences ou démarches de la semaine écoulée. Je m'interroge, quelle faute ai-je commis cette fois-là? Et ici, en quoi ai-je bien agi? N'aurais-je pas pu faire mieux encore? Comment? Quel enseignement puis-je tirer de cet incident? Il arrive souvent que cette révision me rende très malheureux. Je suis parfois stupéfait de mes propres gaffes. Cependant, à mesure que j'avance en âge, ces fautes se font de moins en moins fréquentes. Et même, j'ai parfois envie de me donner une petite tape de satisfaction sur l'épaule. Ce système d'analyse et de réforme personnelle a fait plus pour moi que tout ce que j'ai pu tenter d'autre. Grâce à lui, mon jugement est devenu plus sûr et plus lucide, mes décisions plus justes. Cette approche m'a énormément aidé dans mes relations avec les autres. Je la recommande vivement. Vous pouvez employer une méthode similaire pour contrôler votre application des principes de ce livre. Si vous décidez de le faire, deux choses se produiront. Vous entreprendrez une étude à la fois passionnante et d'une incomparable valeur de formation. Vous constaterez bientôt que votre faculté d'être apprécié et d'influencer les autres grandit et se développe comme un laurier. En résumé, pour tirer le maximum de ce livre, il faut Premier conseil, avoir l'ardent désir d'apprendre et d'appliquer les principes qui régissent les rapports entre les êtres humains. Deuxième conseil, lire 2 fois chaque chapitre avant de passer au suivant. Le troisième conseil, interrompre fréquemment votre lecture pour vous interroger sur vos possibilités personnelles d'application de chaque principe. Quatrième conseil, souligner les idées importantes. Cinquième conseil, revoir le livre tous les mois. Sixième conseil, mettre ces principes en pratique chaque fois que l'occasion s'en présente. Faire de ce livre le guide qui vous aidera à surmonter les difficultés quotidiennes. Septième conseil, transformez cette étude en un jeu amusant. Offrez à vos amis un gage chaque fois qu'ils vous surprendront à enfreindre tel ou tel principe. Huitième conseil, contrôlez chaque semaine les progrès que vous faites. Vous demandez quelles fautes vous avez commises, quels progrès vous avez accomplis, quelles leçons vous avez tirées. Voilà le premier chapitre. Dans 2 jours, vous aurez le deuxième chapitre.